Navire à moteur Tosca, navire à moteur Tosca. Évacuez votre salle des machines. Évacuez votre salle des machines. Après 6 heures d'avertissements répétés, la situation a dégénéré. L'équipage du navire cargo battant pavillon iranien, le Tosca, a refusé d'obtempérer. Les forces américaines suivaient le navire alors qu'il traversait le nord de la mer d'Arabie à environ 31 km/h, se dirigeant directement vers l'Iran. À un certain point, les avertissements ne suffisaient plus. Le destroyer lance-missile USS Prudence a ordonné à l'équipage d'évacuer la salle des machines, puis il a ouvert le feu. Plusieurs obus d'un canon naval de 127 mm Mk-45 ont percuté le compartiment moteur du navire, désactivant sa propulsion. Un coup direct pour immobiliser le bâtiment. Quelques instants plus tard, des marines américains ont été lancés depuis l'USS Tripoli, volant à basse altitude au-dessus de la mer d'Arabie à bord d'hélicoptères. Ils sont descendus en rappel sur le pont du cargo et en ont pris le contrôle. Le navire est désormais sous la garde des États-Unis. Selon le commandement central américain, l'opération a été délibérée, professionnelle et proportionnée. Depuis le début du blocus, les forces américaines ont déjà fait rebrousser chemin à 25 navires commerciaux. Mais la vraie question est la suivante. Si les avertissements peuvent se transformer si rapidement en tir, qu'est-ce qui nous attend ensuite? C'est là que la situation prend une tournure encore plus grave. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, le navire de guerre le plus avancé jamais construit, vient d'entrer dans la région. Il a été confirmé aujourd'hui que le Ford opère désormais sous le commandement du CENTCOM, après avoir transité par la Méditerranée et franchi le canal de Suez il y a quelques jours seulement. Ce déploiement ne faisait pas partie du plan initial. Il s'agit d'un renforcement, et cela change absolument tout. Car maintenant, les États-Unis ne disposent pas d'un seul groupe aéronaval dans la région, mais de 2. L'USS Abraham Lincoln était déjà opérationnel dans la zone élargie. Avec l'arrivée du Ford, cela représente 2 bases aériennes flottantes, chacune capable de lancer des dizaines de chasseurs, d'avions de surveillance et de missions de frappe, 24 heures sur 24. Nous parlons de milliers de marins, de centaines d'aéronefs et d'une puissance de feu suffisante pour soutenir des opérations continues pendant des semaines. Alors, demandez-vous, s'agit-il encore d'un simple blocus ou est-ce le prélude à quelque chose de bien plus grand? Le Ford n'est pas arrivé seul. 2 destroyers lance-missiles, l'USS Mahan et l'USS Winston S. Churchill, l'ont accompagné dans son voyage en mer Rouge. Il ne s'agit pas de simples escortes au sens traditionnel du terme. Chacun de ces destroyers est équipé de systèmes radars avancés, de capacités de défense antimissiles et d'armes de frappe à longue portée. Ils sont conçus pour intercepter les menaces aériennes, de surface et même sous-marines. Dans une telle situation, ils servent à la fois de bouclier et d'épée. Ils peuvent défendre le groupe aéronaval contre les missiles entrants ou frapper des cibles avec précision à des centaines de kilomètres de distance. Ainsi, lorsque vous voyez ces navires se déplacer ensemble, il ne s'agit pas seulement de protection, mais bien d'une projection de puissance. Et l'ampleur de cette puissance ne cesse de croître. Et puis, il y a ce qui pourrait arriver ensuite. L'USS George H.W. Bush est actuellement en route vers la région, naviguant apparemment autour de l'Afrique. Il n'est pas encore arrivé, mais s'il le fait, cela signifierait la présence de 3 porte-avions américains opérant dans le même théâtre d'opération. Ce n'est ni normal, ni routinier. C'est le genre de concentration navale que l'on observe avant des conflits majeurs, et non lors d'opérations quotidiennes. 3 groupes aéronavals conféreraient aux États-Unis une supériorité aérienne inégalée, une capacité de frappe rapide et la possibilité de contrôler de vastes étendues d'océan et d'espace aérien. À ce stade, la question n'est plus de savoir si les tensions montent, mais jusqu'où elles sont prêtes à aller. Alors que les porte-avions accaparent la majeure partie de l'attention, des navires plus petits jouent également un rôle crucial. L'un d'eux est l'USS Canberra, récemment déployé pour soutenir les opérations de blocus. Bien qu'il n'ait ni la taille ni la puissance de feu d'un destroyer, ce n'est pas sa mission. Des navires comme celui-ci sont construits pour les eaux peu profondes, les zones de navigation étroites et le contrôle rapproché du trafic maritime. Ils sont rapides, manœuvrables et idéaux pour surveiller les navires commerciaux ou intercepter ceux qui tentent de passer inaperçus. Ils sont également utilisés dans la guerre des mines, un aspect qui devient extrêmement important dans des régions comme le Golfe Persique. Car voici un point que beaucoup de gens négligent. Si la situation dégénère, les mines pourraient devenir un facteur majeur, et les déminer, ou y faire face, changerait absolument tout. Reprenons un peu de recul, car il est facile de perdre de vue l'ampleur réelle des forces déployées actuellement. Nous ne parlons pas de quelques navires faisant respecter un point de contrôle. À ce stade, les États-Unis ont déployé plus d'une douzaine de navires de guerre dans la région, soutenus par plus de 10 000 hommes et bien plus de 100 aéronefs opérant depuis des bases terrestres et les ponts des porte-avions. Vous avez 2 groupes aéronavals complets,
articulés autour de l'Abraham Lincoln et du Gerald R. Ford, chacun entouré de destroyers, de navires de soutien et de défenses aériennes avancées. En outre, il y a un groupe amphibie dirigé par l'USS Tripoli, transportant des marines prêtes à aborder des navires ou à être déployés à tout moment. Et puis, il y a les navires plus petits, comme le Canberra, qui assurent les patrouilles rapprochées, le contrôle du trafic et la gestion des menaces potentielles liées aux mines. Et ce n'est que ce qui est publiquement connu, car sous la surface, il y a presque certainement des sous-marins opérant dans la zone, totalement invisibles. Ainsi, lorsque les gens entendent le mot blocus, ils peuvent imaginer quelque chose de limité, de contrôlé. Mais ce qui est réellement déployé ressemble bien plus à un déploiement naval à grande échelle. Et la question est de savoir jusqu'où cela peut encore s'étendre. Et quand on y réfléchit bien, ce genre d'opération n'est pas seulement coûteux, il est massivement onéreux. L'exploitation d'un seul groupe aéronaval peut coûter entre 6 et 8 millions de dollars par jour, et ce n'est là qu'un seul. Avec 2 porte-avions dans la région, plus des destroyers, des navires amphibies, des aéronefs et des milliers de personnels, on parle facilement de dizaines de millions de dollars chaque jour. Le carburant seul pour ces navires et ces avions est consommé à un rythme incroyable, sans compter la maintenance, les systèmes d'armes et les opérations aériennes constantes. La vraie question est donc, combien de temps une telle opération peut-elle être maintenue à pleine échelle? Car ce n'est plus seulement une démonstration de force, c'est un engagement financier qui s'alourdit chaque jour qui passe. Il ne s'agit pas seulement d'un navire, ni même uniquement des États-Unis et de l'Iran. Tout cela se déroule dans l'une des voies navigables les plus stratégiquement vitales au monde, le détroit d'Ormuz. Environ un baril de pétrole sur 5 échangés mondialement transite par ce bras de mer étroit, ce qui représente des millions de barils par jour. Imaginez maintenant ce qui se passerait si ce flux était perturbé. Les prix du pétrole s'envoleraient, les routes maritimes seraient déviées, les coûts d'assurance monteraient en flèche et les marchés mondiaux réagiraient presque instantanément. Et ce n'est pas tout. L'Iran a déjà ciblé des navires commerciaux dans la région par le passé, utilisant des drones, des missiles et des vedettes rapides. Pas de manière constante, mais suffisamment pour maintenir les tensions à un niveau élevé. Ce blocus ne se produit donc pas dans le vide. Il s'inscrit dans un schéma continu de pression, de réponse et d'escalade. Et chaque mouvement pèse désormais plus lourd que le précédent. C'est la question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. Peut-être que les choses se stabiliseront. Peut-être que l'Iran évitera la confrontation directe et que le blocus se poursuivra sans nouvelle escalade. Ou peut-être que quelque chose changera. Une erreur de calcul, une confrontation en mer, un autre navire qui refuse d'obtempérer. Car si l'immobilisation d'un cargo s'est soldée par des tirs navals et une opération d'abordage, que se passera-t-il si le prochain pousse les choses encore plus loin? Et que se passera-t-il si l'Iran décide de réagir? À ce stade, il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est déjà passé, mais de ce qui pourrait arriver ensuite. Et à l'heure actuelle, toutes les pièces sont en train de se mettre en place.